Rebonjour à tous. Nous arrivons dans, dans les dernières sessions de conférence de la journée dans cet amphithéâtre. Et on va assister justement à une session très intéressante, vous allez voir. On commence par la réhabilitation des héritages architecturaux du logement, 15 opérations pilotes pour innover. Et pour cela, nous allons accueillir Virginie Thomas, directrice du programme national Réa Héritage, qui est du PUCA, je vous en prie. Vous pouvez l'applaudir quand même, parce que c'est... Et Julia Gartner-Négrin, chef adjointe du Bureau de la qualité de l'architecture et du paysage de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère de la Culture. Merci à toutes les deux d'être là avec nous. Bonjour, ça fonctionne? Oui. Merci de votre présence. Donc, on va vous présenter un programme national d'expérimentation et de recherche qui s'appelle donc Réa Héritage, qui s'inscrit, pour ceux qui le connaissent, dans la grande ligne des programmes de réhabilitation portés par le PUCA. On s'inscrit dans le cadre de ce nouveau programme, en fait, sur une question qui peut paraître un petit peu peut-être symbolique, mais vous allez voir qu'elle n'est pas du tout. Et quand on parle des héritages architecturaux du logement et de la manière de les transmettre, en fait, on rebondit sur des centaines de milliers de logements. Alors, le programme national est porté dans une dynamique interministérielle, évidemment, entre le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique, mais surtout dans une très grande dynamique interinstitutionnelle. D'une part, avec tous les grands acteurs institutionnels du logement, que vous voyez, l'ANA, l'ANRU, l'USH, Action Logement, la Caisse des dépôts et consignations, avec aussi tous les acteurs institutionnels de l'architecture, le CNOA, l'ANABF, l'Association nationale des architectes des bâtiments de France, la FNCAUE, donc la Fédération nationale qui regroupe tous les CAUE de France, et puis la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Et puis on a associé également dans ce programme donc, les grands acteurs techniques de la construction et des territoires au travers donc, du CSTB, du CEREMA et France Ville et Territoires Durables notamment. Ce programme, il arrive à un moment un peu charnière où finalement il y a une convergence des constats avec et des attentes partagées. C'est une remise à l'agenda de tous ces parcs un peu spécifiques qui rentrent assez mal finalement dans les outils de politique publique dont nous disposons, qui a réémergé avec toute la question de l'éradication des classes F et G notamment, qui a donné à voir qu'un certain nombre de bâtiments de logements patrimoniaux, finalement, étaient assez difficiles à traiter, qui nécessitaient pour le moins, en fait, une mise en œuvre de solutions plutôt adaptées, avec des constats tout à fait partagés autour de solutions comme l'ITE qui n'est pas toujours possible, qui n'est pas toujours nécessairement souhaitable, avec aussi beaucoup de savoir-faire professionnels qui sont à conforter, avec une tradition qui est plutôt quand même axée sur toute la question du bâti construit avant 48, avec un écosystème d'acteurs, avec des solutions beaucoup plus respectueuses du bâti aussi à inventer, avec des solutions industrielles peut-être à redéployer. Et puis aussi avec une difficulté complémentaire qui est que légitimer à un moment le caractère patrimonial de ces ouvrages auprès des acteurs locaux n'est pas toujours complètement évident. Donc de ces constats assez partagés est né le programme, puisque finalement ce sont souvent des ouvrages pour lesquels on bute sur la question de réhabilitation. Il y a aussi un enjeu assez majeur de connecter à un moment toute la dynamique de projet autour d'une culture commune qui lie à la fois la transition écologique et la réhabilitation de ces ouvrages un peu plus récents. Alors, quand on parle des héritages architecturaux du logement, il y a vraiment tout ce qui a été construit avant 48. On est sur les techniques traditionnelles de maçonnerie. On a quand même pas mal de savoir-faire connus. Et puis d'autre part, on arrive sur tous les édifices qui sont construits après 48. Et nous, on s'est intéressé de manière un petit peu plus fine à tous ceux qui ont été en fait créés sous l'impulsion en fait de la reconstruction ou sur toutes les politiques de l'innovation. Donc on va retrouver là-dedans toute la production assez fine de la production industrialisée, des modes de production en 2D, 3D, toute l'innovation constructives des années 70 et 80, et comme je vous le disais, qui ont été produits de manière plutôt sérielle. Donc on n'est pas sur un bâtiment quand on est sur un héritage, on est sur quelques dizaines de milliers de logements, et on a beaucoup de modèles.
Alors ces patrimoines de logement, ils sont extrêmement diversifiés, certes. Ils appartiennent à peu près à tous les types de propriétaires, des organismes de logements sociaux, des copropriétés, des ASL, des collectivités. Et ils présentent pour autant tous un intérêt technique et architectural, et donc ils concernent un très grand nombre de logements, hein, mais ils concernent aussi donc un très grand nombre d'habitants en tant que tels. Donc le cœur originel du programme, ça a été de se dire comment on fait, comment à un moment, fort de ce partage de constats, on traite ces édifices, quelles solutions respectueuses du bâti on met en place, ou on invente, comment on soutient peut-être des filières un peu émergentes, comment on s'assure à un moment de pouvoir apporter du confort d'été dans ces ouvrages, et qu'est-ce qu'on est capable d'impulser le cas échéant. Alors, on s'inscrit dans la droite ligne complète du programme REA. Hein, donc, on est sur un programme à vocation opérationnelle. Donc, on est dans l'idée in fine de porter ces réhabilitations, donc les vrais chantiers, d'accompagner les acteurs. Hein. Donc, l'idée, c'est bien de faire émerger des propositions opérationnelles, respectueuses. À force d'avancer autour de nos sites pilotes, on se rend compte en fait qu'il nous manque un sacré nombre d'outils finalement, qui sont peut-être pas si préfigurés que ce qu'on imaginait. Hein. Il nous manque peut-être quelques éléments sur le plan réglementaire, sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan juridique. Donc l'objectif pour nous au travers du programme, ça va être de dresser le panorama en fait, des trous dans les politiques publiques pour essayer de voir comment le cas échéant tresser mieux les choses. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, tout le développement de projet qu'on avait mis en place, en fait, il allait falloir qu'on le retourne, parce que finalement, il allait falloir qu'on commence par mettre en place en fait, des méthodes innovantes de collaboration, notamment au niveau territorial. Alors au niveau national, ça fonctionne plutôt très bien, mais qu'il allait falloir qu'on mette en dynamique des fois des acteurs qui ne se parlent pas, des acteurs opérationnels ou des acteurs institutionnels au niveau national, au niveau plus régional, au niveau plus territorial, pour essayer aussi de déployer à un moment des réseaux de compétences et des passerelles qui ne se font pas toujours très bien. Donc on va commencer par mettre en place des méthodes innovantes de collaboration, ce qu'on a commencé à faire. On va redévelopper des outils facilitateurs autour des projets et puis donc on va accompagner les opérations d'expérimentation donc jusqu'à la livraison des chantiers. Alors pour ce faire, on a mis en place une gouvernance qui repose sur 3 organes complémentaires, hein, le classique comité de pilotage institutionnel évidemment, un comité stratégique et scientifique donc, qui va réunir, lui, des experts de rang national donc, dans tous les domaines utiles à la réflexion autour de la question, donc de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre. Alors là, on déploie toute la palette de la maîtrise d'œuvre, hein, évidemment, des architectes, des ABF, des conseillers architecture. On a vraiment pris tout l'écosystème de l'architecture au sein de l'État, de l'ingénierie, de l'histoire, des techniques et de l'architecture, des sciences humaines. Donc, on a essayé d'assembler autour de ce comité stratégique et scientifique des compétences complémentaires à celles du comité de pilotage institutionnel. Et puis, on va faire atterrir autour de nos 15 opérations pilotes, en fait, un comité de pilotage opérationnel qui aura, lui, pour objectif de faire le suivi en transversalité des opérations pilotes. Mais qui sont ces architectures remarquables du logement, ma chère Julia ? Merci Virginie. Donc là, par exemple, on voit illustrer en fait le précédent programme REA Héritage avait déjà abordé un peu les sujets de la qualité architecturale des ensembles, des bâtiments, des cités-jardins des années 30, des éléments d'innovation, des éléments de qualité architecturale, qui ont tous abordé déjà le sujet en fait de qualité esthétique, constructive et fonctionnelle d'une architecture. Donc, tout ça, finalement, constitue donc un parc vraiment considérable. Certaines peuvent aussi faire l'objet d'une protection du monument historique. Certaines peuvent être situées en site patrimonial remarquable. Certaines sont en dehors de tout. Et par exemple, le ministère de la Culture, pour tout ce qui est le parc donc de moins de 100 ans, a créé donc, le label architecture contemporaine remarquable que certains d'entre vous peuvent peut-être encore connaître sous le terme patrimoine du XXe siècle, qui a été créé en 1999 par le ministère de la Culture. Et ce label architecture contemporaine remarquable, donc il distingue et signale à l'attention des porteurs de projets, donc des décideurs, des aménageurs, des bailleurs et de tous les acteurs du logement, mais aussi pour le grand public, donc des édifices et des ensembles urbains, donc de moins de 100 ans,
qui, parmi l'abondante production architecturale du XXe et du XXIe siècle, sont des témoins de l'évolution technique, économique, sociale, politique et culturelle de notre société. On a aujourd'hui donc encore plus de 1738 édifices qui sont labellisés architecture contemporaine remarquable, parmi lesquels on a donc recensé 260 opérations qui représentent donc 130 000 logements, et beaucoup relèvent d'une production sérielle. Donc, Donc le label a permis de mieux faire connaître la diversité de ces logements. La majorité est donc construite après 1930 et les œuvres sont par exemple des œuvres d'architectes très connus, donc qui ont une reconnaissance nationale, comme par exemple là le cas de Fernand Pouillon, qui avait donc l'ambition d'un habitat de qualité pour tous. Une deuxième grande partie était construite donc dans les années 1970. Des grands ensembles, des productions de logements de masse et d'urbanisation intense qui ont fait éclater donc les schémas urbains traditionnels et aussi des tours qui ont tous besoin d'être adaptés pour réduire leur consommation énergétique et s'inscrire pleinement dans la transition écologique. Contrairement à ces immeubles que vous voyez ici, donc qui sont des immeubles de l'entre-deux-guerres qui ont déjà eux-mêmes des performances énergétiques élevées grâce à leur qualité constructive. Tous les immeubles construits donc après 1950 reflètent l'innovation constructive et une nouvelle voie à l'industrie du bâtiment qui a permis de produire également de façon plus massive du logement. Après, nous avons ici donc l'illustration de la volonté de trouver des alternatives aux grands ensembles qui ouvrent vers une ère d'expérimentation architecturale avec les modèles innovation. Et ici, donc, les maisons à terrasse et gradins qui témoignent donc du caractère innovant ou expérimental de la conception architecturale et qui intègrent aussi les sciences sociales. Comme ça a été aussi le cas donc, dans les cités jardins et les cités ouvrières, dont on a un exemple aussi parmi nos 15 sites pilotes. Alors, comment assurer alors donc, la préservation des qualités intrinsèques de ces architectures de logement et comment les inscrire pleinement dans la transition écologique. Le ministère de la Culture donc, a la mission de transmission aux générations futures de cette architecture du XXe siècle et aussi de l'architecture du XXIe siècle et de la création architecturale, bien sûr. Donc c'est un sujet éminemment actuel dans ce contexte de rénovation énergétique massive, mais aussi dans un changement, j'ai envie de dire, sociétal de recherche d'économie de ressources. Donc cette nouvelle attente est vraiment un atout pour les architectures du XXe siècle. Et cette labellisation architecture contemporaine remarquable s'inscrit pleinement dans cette recherche de sobriété énergétique pour la mise en valeur de l'existant par un projet architectural de qualité. Et c'est aujourd'hui la réhabilitation, en fait, pour les architectes, mais aussi en sens plus large, c'est la réhabilitation donc, qui devient l'acte créatif du projet architectural. Alors vous avez vu que ça fait quand même un panel de logements assez important. Je suis sûre que vous en avez croisé dans la rue. Donc ça c'est le premier outil qu'on s'est fabriqué en fait pour expliquer dans un premier temps ce qu'étaient les héritages architecturaux du logement, parce qu'on en a peut-être pour beaucoup une image un peu biaisée à l'origine, mais on est probablement autour de peut-être 1 voire 2 millions de logements concernés. Donc, dans un premier temps, après notre grand cadrage méthodologique, on a lancé donc un appel à candidature avec l'idée donc de pouvoir constituer un panel de situations, donc de situations paysagères, urbaines, bâties, et qui nous permettent à un moment de construire ce panorama national des questions qui sont soulevées par les héritages architecturaux du logement. Alors vous voyez qu'en fait, on est simplement parti avec un écosystème de bâtiments les plus compliqués à traiter, en se disant que finalement, les solutions qu'on allait pouvoir lever sur ces bâtiments-là allaient probablement être d'un apport assez significatif sur des bâtiments peut-être un peu moins nobles au niveau architectural ou technique. Donc on est parti sur l'idée d'avoir des édifices dont la construction présente un intérêt architectural, technique, historique, dont certains peuvent être labellisés ACR. On a finalement un panel où la moitié des ouvrages ne sont pas labellisés ACR, mais on avait quand même quelques requêtes préalables dans le cahier des charges. Donc on s'est dit quand même qu'on allait partir avec des bâtiments qui étaient qualitatifs d'un point de vue qualité spatiale,
Donc de partir déjà avec des bâtiments, les fameux bâtiments dont on parle depuis des années, où on dit mais plus jamais on pourra réussir à construire en fait des logements avec ces surfaces vitrées, enfin tous ceux qu'on connaît bien, qu'on aimerait bien continuer à reproduire, mais que c'est plus totalement possible. On est parti aussi du constat qu'ils étaient peut-être singuliers, ces bâtiments, dans la production du logement, mais ils n'étaient pas unitaires. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de bâtiments quand même qui relèvent d'une production soit sérielle stricte, c'est-à-dire le même modèle qu'on a posé à peu près dans toute la France de manière indifférenciée, soit d'une production industrialisée, c'est-à-dire des techniques répétitives qui nous permettent d'aboutir et de ruisseler sur un certain nombre d'enseignements. Si possible qu'on ait des bâtiments et des sites qui soient documentés, parce que c'est vrai qu'en préalable, il y a souvent des études patrimoniales qui sont faites autour des sites, qui sont quand même un très bon apport de connaissances, certes historiques, certes sociologiques, mais aussi beaucoup techniques, qui renseignent beaucoup d'éléments techniques à l'origine, et surtout qui relèvent de différentes catégories de maîtrise d'ouvrage social pour que, peut-être d'un même bâtiment, en fait, on ait deux types de maîtres d'ouvrage, et on sait très bien que les solutions qui peuvent être valables d'un côté pour le logement social ne sont pas nécessairement réplicables pour la copropriété ou des solutions sur des copros mixtes. Donc on a cherché à avoir un panel le plus diversifié possible. Alors, on a aussi souhaité que cette session-là puisse porter dans le périmètre du label, donc sur le parc de moins de 100 ans. Donc vous allez voir qu'on arrive à partir de 1924 jusqu'à 1995, ce qui nous couvre déjà quand même une bonne période de l'histoire de la construction du logement. On va traiter des bâtiments de logement collectifs ou d'habitat individuel groupé, les proliférants qui ne sont pas toujours extrêmement simples, avec des mitoyennetés, avec du mitage, des fois public-privé, qui relèvent donc d'une grande complexité. Et donc, en retour, l'idée, c'est effectivement d'accompagner tout le montage du projet. Alors, on va en parallèle, et j'allais vous dire à la mode du PUCA, baguer un certain nombre d'études et de recherches qui vont être connexes aux opérations, avec l'idée de pouvoir voir comment et avec quels impacts on peut faire évoluer les cadres actuels. Alors, nos 15 opérations, alors je dois vous dire qu'on a mis en place une méthodologie de sélection un peu innovante aussi, qui s'est passée en plusieurs tours. On a fait une réunion avec le comité stratégique et scientifique pour déjà examiner quelle était la valeur finalement de ces héritages architecturaux. Puis on savait qu'on allait être attendu au tournant, parce que ceux qui sont labellisés, c'est assez facile, bien que ça puisse être débattu. Ceux qui ne l'étaient pas, ça nous posait un petit peu question. Donc on a eu des séances de travail avec le comité de pilotage. Dans un deuxième temps, on a présenté cette présélection au comité de pilotage institutionnel, donc qui lui porte évidemment des grandes questions au niveau national. Évidemment, il y en avait une part qui était sur un continent, l'autre sur un autre continent. Donc nous, on a fait le grand écart entre les deux continents et on a retravaillé encore techniquement autour des opérations. Et puis, on a surtout mené des auditions bilatérales auprès des sites pour voir exactement quelles étaient l'implication déjà d'une part des opérateurs à s'inscrire dans un programme d'expérimentation, qu'on soit bien dans leur timing opérationnel pour pouvoir les accompagner de manière concrète. Et puis qu'il n'y ait pas de débat sur la qualité et la valeur patrimoniale des opérations. On a donc fait une sélection, alors un petit peu biaise, à peu près 10 000 logements. Donc on a 15 sites pilotes et 10 sites partenaires. Il faut entendre par site pilote donc, tout l'accompagnement au développement du projet, donc avec des opérateurs qui sont vraiment dans les bons timings opérationnels du programme. Et puis on avait quand même laissé la possibilité à des sites qui étaient intéressés par le programme, de pouvoir candidater en tant que partenaire. Alors c'est parfois des sites qui ne sont pas dans les mêmes timings opérationnels ou qui ont déjà une maîtrise d'œuvre qui est présente dans le dispositif de projet, ou alors parfois ça a été des copropriétaires mais qui n'avaient pas eu forcément l'assentiment en AG global, donc, mais qui souhaitaient à titre individuel pouvoir être intégrés dans les groupes de travail nationaux qui vont être mis en place. Donc vous voyez que même dans nos pilotes, donc au niveau des statuts juridiques, alors on va retrouver le logement social. On est aussi sur toute la production innovante des années 70-80, donc ont été majoritairement portées par les OPH, donc qui sont évidemment en nombre dans notre dispositif.
7 candidatures copropriété ou copropriété mixte, et puis un statut un peu hybride, puisqu'on a une résidence personnes âgées qui est donc du logement conventionné. En matière de reconnaissance patrimoniale, vous voyez que sur nos 15 opérations, on n'en a que 8 finalement qui font l'objet d'une distinction nationale. 7 ne bénéficient aujourd'hui d'aucune reconnaissance, alors que nos sites partenaires sont tous labellisés. Alors, on va passer un petit peu de temps à vous présenter nos sites qu'on a lotis en fait assez. On les a retournés quand même, on les a réallotis, désalotis en fonction des acteurs, en fonction des problématiques techniques, en fonction des problématiques architecturales, en fonction des critères matériels. Je crois qu'on a à peu près essayé toutes les combinaisons. Il n'a jamais vraiment donné quelque chose de satisfaisant, donc on pourrait continuer. À un moment donné, on s'était arrêté là-dessus. Et donc, en fait, on a créé 5 groupes thématiques à partir en fait, des grandes entrées, on va dire des grandes injonctions qui pèsent autour de ces héritages. Et vous allez voir qu'on retombe dans des thématiques qui ne vous sont pas du tout étrangères. Très rapidement, la localisation. Vous voyez en bleu les opérations pilotes, en violet les opérations partenaires. Celles qui sont cernées d'un peu plus de noir sont celles qui ont une reconnaissance patrimoniale. Les statuts juridiques, où on arrive à mixer à peu près dans notre écosystème de 25 opérations tous les statuts juridiques. Le panorama aussi des périodes de construction, qui nous permet d'avoir quand même un panel assez significatif. Et puis des grandes typologies qui sont des codes absolument mal taillés pour les vrais techniciens du logement, mais qui nous ont servi, nous, aux différents acteurs institutionnels pour présenter voilà, quelles étaient les grandes typologies en fait, d'opérations. Donc c'est notre allotissement numéro 1, donc le grand groupe finalement de logements. On peut parler effectivement de notoriété, une sorte de patrimoine de fait, en quelque sorte, hein, pour les causes de reconnaissance architecturale, les auteurs de la notoriété de l'œuvre, là, comme ce cas, par exemple, des patios à Grigny de l'architecte Émile Ayot, dont vous connaissez certainement des autres opérations, avec la question finalement détaillée des petites faïences en verre à l'extérieur. Comment on peut gérer ça au sein d'une copropriété horizontale où chacun fait des travaux au fur et à mesure, où l'ensemble est constitué dans une ASL, donc où forcément les financements ne sont pas justement évidents à trouver. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, par exemple, la notoriété ? Est-ce que quand on habite un logement labellisé, est-ce que c'est un logement patrimonial ? Comment on y intervient ? Comment on réhabilite finalement dans ce contexte de notoriété ? Est-ce qu'on a donc, comme a dit Virginie tout à l'heure, donc fait un bon diagnostic patrimonial en amont correspondant finalement à la connaissance détaillée de l'œuvre qui permettrait de le restituer ou au moins d'apprécier donc ses qualités intrinsèques. En tout cas, cette notoriété elle nous oblige à réfléchir et on ne peut pas à chaque fois dire bah, voilà, on applique une solution standardisée. Donc ça, dans ce cas-là, l'architecture mérite mieux. Et c'est aussi cette notoriété en fait qui est une force d'identité, finalement la raison pour laquelle elle est connue et pourquoi par exemple elle est portée aussi par de nombreux acteurs municipaux, en l'occurrence ici par exemple pour les patios à Grigny, donc le maire il est très fier d'avoir cet ensemble sur son territoire, il le porte. Et puis en fait donc du coup on peut aussi dire que ça apporte une certaine valeur de l'œuvre, mais aussi une valeur économique puisque finalement ça peut attirer d'autres personnes et en fait les statuts peuvent changer. Julia, si tu me permets, je fais un focus parce que c'est un petit peu de la sollicitation donc de la ville de Grigny et Grand Paris Sud qui sont venus nous chercher en disant finalement on est bien conscient qu'on a un patrimoine d'intérêt. La difficulté qu'on a, comme tu disais Julia, c'est qu'on est structuré en ASL. Il y a déjà eu une première OPA qui a permis voilà, de faire le changement classique, je crois, chaudière, les fenêtres à l'intérieur du patio, une isolation un peu de la toiture. Il n'en demeure pas moins que la deuxième phase de l'OPA, ça va être de mener la réhabilitation des façades. Il y a aussi de magnifiques fenêtres bulles à côté des salles de bain. Et donc ils avaient embarqué, je crois, quasiment un quart des propriétaires, ce qui n'était déjà pas si mal sur l'OPA, qui avait eu de très bons résultats. Malheureusement, ils sont structurés en ASL. Et une ASL, ce n'est pas éligible aux aides de l'ANA.
Majoritairement, là, on est sur des logements qui ont fait l'objet de vente en place aux locataires de l'ancien bailleur. Et donc, vous voyez bien qu'à un moment, la capacité de réhabiliter en fait, ces ensembles d'un seul tenant qui doit être à peu près cohérent, elle se heurte à la structure juridique. En fait, tout est là, on voit qu'un petit bout, hein, mais c'est des proliférants qui sont accrochés les uns avec les autres. Donc, vous ne pouvez pas faire une façade sans faire celle d'à côté, sinon ça ne fonctionne pas. Et comment on fait à un moment, finalement, dans ce trou de politique publique, un petit peu, pour voir comment on est capable de faire la réhabilitation. La réhabilitation étant la finalité. Quand on remonte en amont, savoir comment on met à côté des uns des autres tous les mêmes propriétaires, avec quelles aides, etc., etc. Donc on avait commencé à travailler sur l'idée peut-être qu'une ASL, c'était une copro dégradée qui permettait finalement d'être éligible aux aides de l'ANA, qui permettait d'eux, et hop, et là vous voyez qu'on monte toute la pile législative et qu'on se heurte à d'autres problématiques. Donc c'est fort de ce constat finalement entre il faut qu'on mène la réhabilitation, c'est une réalité, et comment on fait, c'en est une autre, qu'en fait tout le programme est né, puisqu'il faut bien réhabiliter à un moment un bâtiment, donc une réalité matérielle. Vous voyez que l'ensemble est labellisé architecture contemporaine remarquable, donc c'est peut-être aussi le moment de préciser que ce n'est pas un outil de conservation, hein, parce qu'effectivement au ministère de la Culture, on voit tout de suite l'outil conservation empêcheur de projet, ce qui n'est pas du tout le cas avec le label, parce que ça se veut un label de projet, mais de projet de qualité, donc basé sur une réflexion en amont, basé sur un diagnostic détaillé pour pouvoir intervenir, tout simplement en fait une méthodologie pour un projet de réhabilitation de qualité qui va durer dans le temps et qui peut être aussi un outil donc de pérennité pour transmettre finalement de ces œuvres, mais aussi pour inclure la qualité d'habiter et la valeur d'usage de ces architectures. C'est effectivement donc des architectures habitées, donc c'est une intervention en site occupé forcément. Donc comment on s'y prend? Donc c'est peut-être parfois impossible techniquement de réaliser systématiquement une isolation par l'intérieur. Donc comment on s'y prend pour respecter néanmoins donc l'ensemble? Tout ça, c'est vraiment des questions qui se posent dans un cadre opérationnel, et comment on arrive aussi à unifier donc tout cet ensemble dans la globalité. Mais la nécessité, finalement, et là-dessus, on est d'accord entre donc, nos ministères et forcément avec le PUCA, qui travaille aussi sur la qualité architecturale, et le ministère de la Culture, il a une feuille de route pour la transition écologique. C'est une nécessité aujourd'hui de s'adapter finalement au changement climatique et transmettre finalement donc, ces architectures dans la meilleure façon possible. Le deuxième donc, exemple, c'est le Saint-Jaume, donc à Montpellier, de l'architecte André Wojanski, donc aussi grande notoriété de l'œuvre. Là, nous avons tout le travail finalement fin sur des menuiseries en bois, qui aujourd'hui sont des outils donc, de déperdition thermique, qui sont pourtant ils étaient extrêmement travaillés et qui participent à la qualité de cette architecture en façade. Donc comment s'y prendre? Est-ce qu'on peut les remplacer tout simplement par quelque chose de performant avec des grandes épaisseurs en PVC? Certainement pas, ça nous le savons. Et là, idem, c'est une copropriété. Finalement, ils ont commencé à lancer des études, mais pas encore assez détaillées. Donc là, certainement, on va les accompagner déjà pour faire un diagnostic et ensuite essayer d'enchaîner avec eux sur la phase opérationnelle. Peut-être préciser que tous les sites qui nous arrivent, en fait, c'est des opérateurs qui sont quand même assez calés. Il y a souvent, d'ailleurs, dans les copropriétés, des architectes, des ingénieurs absolument amoureux de ces patrimoines, qui ont déjà quand même un regard un peu critique et technique sur tous les ouvrages, qui ont essayé de faire tourner pas mal d'outils à leur disposition et qui ne savent plus tellement par où prendre le problème. Il y a aussi donc, dans le parc de la Duchère, donc de l'immeuble Les Érables, donc, qui est constitué de 2 copropriétés diverses. Donc déjà, ça pose une question de gestion interne par l'architecte Jean de Buisson, donc, dans la lignée finalement donc, de la charte d'Athènes, la construction d'un grand ensemble avec ces liens de fluide avec l'intérieur et l'extérieur au rez-de-chaussée, avec le parc, le paysage. Comment intégrer finalement dans cet immeuble avec la façade donc également très détaillée, la question aussi des énergies renouvelables peut-être, est-ce que ça c'est une option? Là en l'occurrence ils ont déjà réalisé un diagnostic patrimonial très détaillé dans le cadre de la labellisation architecture contemporaine remarquable, mais aussi ils sont allés plus loin parce qu'un architecte en chef de monument historique a déjà réalisé donc toute une étude préalable, mais c'est pas pour autant qu'ils ont réussi à trouver les financements nécessaires et qu'ils ont pu concrétiser une phase opérationnelle de projet. Deuxième groupe,
toute la politique des modèles, la production sérielle et industrialisée. Alors ça, pour le coup, on en a absolument partout. Le modèle innovation Maillard, hein, le fameux tabouret Maillard. Je pense que celui qu'on a retenu est dans un état à peu près excellent. Là où c'est intéressant, c'est que c'est la copropriété qui est porteuse qui est venue nous chercher. Et en fait, on s'est rendu compte au milieu de la sélection et du travail sur les sites qu'il y avait une part en logement social. Donc en ce moment, en fait, on est en train de rabouter ces héritages qui sont souvent coupés de plusieurs statuts juridiques et pour essayer de voir comment, d'un point de vue global, on peut assurer la cohérence. Alors là, on va être vraiment sur toutes les questions qui lient la préfabrication, l'innovation matérielle. Hein. Certains ouvrages, certains modèles, à la base, étaient faits pour être démontés et remonter. Alors, je ne vous cache pas que nous, on en rêve. On sait aussi qu'il y a des composants qu'on peut remplacer. On sait probablement qu'il y a des composants qui peuvent faire l'objet de réemploi. Vous voyez bien que ces panneaux-là, c'était des panneaux sandwich. Peut-être que c'est possible de les démonter, de les nettoyer, de les repeindre et de les réisoler d'une autre manière avec d'autres matériaux et de les replacer. On va être au cœur de toutes les problématiques qui ont trait au passage de l'eau. On est quand même dans des ouvrages qui drainent beaucoup si ce n'est de fuite, des endroits assez sympathiques pour que l'eau ruisselle à peu près du haut jusqu'en bas. Donc il y a aussi tous les enjeux à un moment peut-être de mobiliser des nouveaux outils de projet. Ça se modélise, hein, de l'eau qui passe dans des structures. Donc c'est vrai qu'on a plein d'idées techniques pour travailler autour de ces ouvrages. C'est des ouvrages qui se permettent d'être modélisés, mais donc qui permettent peut-être aussi de voir comment ils se comportent d'un point de vue thermique, en situation réelle d'occupation, pas forcément en situation passive. Donc on va travailler avec tous ces ouvrages autour vraiment, à mon avis, de toute la question de l'innovation matérielle et de l'innovation dans les outils de la réhabilitation. Nous, on rêve de pouvoir monter une ACV en réhabilitation autour de ces ouvrages-là. C'est vrai que, comme ça a été dit par Virginie, l'architecture, c'est par excellence déjà en fait l'innovation, c'est-à-dire la création perpétuelle finalement de quelque chose de nouveau. Donc, il en est de même en réhabilitation. Donc là, on a donc le troisième groupe qu'on a intitulé donc valeurs paysagères et sites en mutation, parce que certains sites sont obligatoirement amenés à muter parce qu'il y a des effets impératifs démographiques. Comme ça, c'était le cas à Chaumont. On a eu une première rencontre la semaine dernière sur site avec donc l'office, le bailleur, les personnes de la mairie, tout. Après, il y a parfois aussi des obligations économiques et idem démographiques, hein, comme on a le cas avec Firminy Vert. Donc Firminy Vert, le pendant de Firminy Noir, comme ça a été intitulé à l'époque quand l'ensemble a été donc créé en 1959 à 61 donc par les architectes. Là, on a aussi le lien fort avec le paysage et toute l'échelle urbaine à traiter. Et l'architecture, finalement, peut-être a déconstruit en partie, puisque finalement, il y a une justement, démographie négative. Et ensuite, on a ici aussi donc, les changements climatiques ou écologiques hein, qui s'imposent. On a donc le résidence Le Rutor aux Arcs, où on a toute la question de comment les stations de ski vont muter dans le cadre du réchauffement climatique et comment on va les transformer. Est-ce que ça sera un quartier qui va être annexé à Grenoble? Est-ce que les résidences temporaires de vacances peuvent être reconfigurées en logement pour donner vraiment une qualité d'habiter et pas juste effectivement une résidence d'hiver? C'est vraiment la question des échelles qui vont être travaillées ici. Par exemple, quand on parle de Firminy aujourd'hui, il est doté d'un site patrimonial remarquable avec un règlement qui date. Mais ce n'est pas pour autant qu'il inclut toutes les questions de la transition écologique aujourd'hui, comme font par exemple les nouveaux outils. Donc toutes ces questions sont vraiment à interroger pour pouvoir gérer donc, à court, moyen ou long terme ces périmètres donc, de ces projets-là. Un groupe qui est particulièrement soumis à pression aussi, c'est tout l'habitat individuel groupé. Donc vous allez voir que là, on traverse le siècle hein, avec la cité-jardin de Gennevilliers. La cité-jardin de Gennevilliers, c'est moite-moite logement social, logement privé, avec un mitage absolument indifférencié partout, avec des enjeux qui sont liés à la capacité de monter à un moment un programme qui puisse être tenable aussi bien par le bailleur social que par les copropriétaires.
avec un enjeu de clarification de tous les différents espaces urbains alentours qui sont sous différents statuts, donc sous différentes gestions, donc sous différents coûts. Et on va par ailleurs fêter les 100 ans de la Cité Jardin, parce que je crois qu'ils l'ont programmé en 1925. La Brèche-aux-Loups, on part à Ozoir-la-Ferrière. Vous voyez qu'on est sur une typologie assez différente. Alors ça, c'est la photo d'origine qui donne bien à voir en fait le périmètre et la conception d'origine. Alors avec des singularités extrêmement intéressantes. D'un point de vue paysager, évidemment, vous l'avez noté, et qui avait donné lieu en fait à une innovation qu'on n'imagine pas, qui est que pour maintenir finalement cet écosystème originel autour de cette nappe phréatique qui émerge autour de cette grande étendue d'eau, en fait, les maisons sont en propriété pleine et les jardins sont en copropriété d'usage privé. Tout simplement parce qu'à l'époque, la nappe phréatique, elle passait partout et elle était à moins de, je crois, 50 cm sous le sol. Donc pour éviter en fait tous les problématiques de refoulement de nappe, ce qui n'a pas manqué d'arriver avec des préemptions qui ont été faites à certains endroits, l'architecte Pouillon, donc à l'origine, avait édifié ce pare-feu. Alors ça se bute aujourd'hui à une problématique qui est qu'à Ozoir, c'est quand même assez sympathique de vivre. Il y a un turnover des générations. Les nouvelles générations, elles aimeraient bien un tout petit peu agrandir leur pavillon. Ça pose la question de savoir comment, parce que c'est quand même dans le jus d'origine. Vous voyez qu'il y a une alternance de composition bâtie qui est restée assez homogène. On ne peut pas gréver non plus la transformation de ces édifices. Donc on est en train de réfléchir avec eux sur finalement comment ajouter au règlement de copropriété qui est en train d'être réalisé un volet plus patrimonial qui lui nécessairement devrait pouvoir retomber dans les outils d'urbanisme locaux, puisque le but quand même c'est de pouvoir réussir à court, moyen et long terme à préserver la qualité de ces ensembles sans en obérer leur mutation ou leur transformation. Donc, vous voyez, systématiquement, partant de cette question architecturale ou urbaine, on ribambelle sur l'ensemble des outils dont on dispose pour leur gestion. Et puis on a découvert à La Rochelle la Cité Jardin Le Prieuré, qui est un petit ensemble qui a été, un joli quartier qui a été construit donc par Pierre Grisec, un architecte assez connu au niveau local. Et donc on est dans du logement d'urgence après à l'appel de l'abbé Pierre, avec des tout petits logements. On n'a pas mis de vue aérienne, mais c'est une véritable cité-jardin. Vous avez des petites maisons de 50 mètres carrés qui sont plantées sur des très beaux terrains, je crois de 300 ou 400 mètres carrés. On est en plein cœur de La Rochelle. Il y a une opération, une ZAC périphérique à ce site avec des bâtiments extrêmement denses qui vont se construire. Et donc il y a un enjeu majeur à un moment qui est de comment on est capable aussi d'assurer la transformation de ces sites. Vous imaginez qu'il y a des appropriations habitantes absolument incroyables depuis 2 ou 3 générations, nous disait l'opérateur. Et donc, il va falloir qu'on réussisse à trouver ou inventer, là, pour le coup, des outils qui n'existent pas pour pouvoir assurer l'agrandissement de ces logements et la diversification donc, des publics. Un grand enjeu d'accessibilité, par ailleurs. Oui, peut-être effectivement dire des outils opérationnels. En fait, ce n'est pas juste des outils de conservation, mais des outils de transmission. Et là, vraiment, effectivement, on a un peu un trou aujourd'hui en termes d'outils existants. Donc là, on a donc le dernier groupe. Donc c'est le groupe thématique 5. On a appelé donc des architectures urbaines, la ville en héritage. Donc c'est des architectures urbanisantes ou des cas complexes, parce que c'est un peu des choses, vous allez voir. Donc la résidence Poulard-Bachet, donc à Brest. C'est donc une résidence anciennement pour personnes âgées, en plein cœur d'îlot. Donc c'est la ville et le logement en fait qui fusionnent et qui s'interpénètrent. Et parfois en fait on ne peut pas les dissocier. Donc ça peut-être il y a une possibilité de réfléchir sur la gestion. Est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce qu'il faut réfléchir finalement peut-être sur un nouveau morceau de ville, un parc urbain ouvert? Donc tout ça, c'est des questions finalement à poser. Aussi la transformation, bien sûr, de logements aujourd'hui, donc qui étaient des logements un peu plus standardisés, donc pour personnes âgées. Est-ce qu'il y a une typologie, une mixité de typologies qu'il va falloir envisager? Donc c'est vraiment un laboratoire de projet finalement aujourd'hui pour la ville. Ce cas et de ouvrir, à nouveau ouvrir ça qui est aujourd'hui vraiment enfermé dans un îlot au sein d'un îlot.
Après, on a donc le Zodiac, hein, donc à Grenoble. Donc, vous connaissez peut-être l'opération Le Harlequin, donc qui est labellisé architecture contemporaine remarquable juste à côté. Donc ça, c'est le quartier juste à côté. Là aussi, il y a la question finalement donc de la mixité des statuts, la copropriété avec un bailleur, un travail sur les modes de nature du béton, les revêtements de façade, comment on peut intervenir là-dedans. Un véritable enjeu de confort d'été et de confort d'hiver. Et aussi les infiltrations d'eau, comme ça a été le cas pour les modèles innovation. Et on a aussi des cas très complexes. Hein, donc, cette typologie, vous connaissez de Jean Renaudie et de René Gailloustet aussi, qui a fait donc des opérations à Ivry, qui ont été réhabilitées de façon assez ingénieuse. Donc, on a la cité effectivement des étoiles à Givors, qui pose tout un tas de questions finalement déjà de statut. On a une partie qui est pour propriété, une autre partie est gérée par un bailleur. Il y a des questions d'appropriation des terrasses, d'entretien de terrasses, de la gestion, la forme des logements en tant que tels déjà. Est-ce qu'ils sont appropriés par les habitants? Dans ce cas-là, plutôt pas. Par contre, à Ivry, visiblement, oui. Pourtant, c'est presque la même typologie. Donc, toutes ces questions, finalement, se posent là. Il y a donc une partie donc, du bailleur qui a déjà fait un travail sur le DPE, donc une étude thermique. La partie copropriété a avancé sur un état patrimonial. Donc, le rôle du programme, c'est aussi de fédérer, finalement, entre les diverses entités, d'être un peu l'ensemblier pour essayer de faire quelque chose, un travail d'ensemble sur ces deux parties finalement. Il y a aussi la question finalement de comment on gère après en termes de politique publique ces interventions, parce que là effectivement on a un patrimoine donc très remarquable. Comment le transmettre tout en étant quelque chose de viable, apprécié. Alors, vous voyez qu'on a saucissonné de manière un peu artificielle nos sites pour avoir des entrées. Il y a évidemment beaucoup de passerelles. Hein. Il y a des transversalités sur la question des ENR. Il y a beaucoup de choses sur le ruissellement d'eau, la récupération des eaux de pluie, sur le paysage. Donc nous, là, on va rentrer dans la phase en fait, d'accompagnement au montage opérationnel des dispositifs pilotes. Et puis, on va mettre en place, comme à l'habitude, dans le cadre du PUCA, donc toute l'animation scientifique et toute la valorisation du programme qui, pour l'instant, vous l'imaginez bien, est un tout petit peu sous cloche. Mais on reste évidemment à votre disposition. Donc, on cherche d'autres propriétaires qui auraient les mêmes bâtiments que nous pour pouvoir les intégrer dans le programme et capitaliser un petit peu les expériences. Et donc, j'en profite juste pour vous dire que le site du programme va être mis en ligne dans les jours à venir. On veut aussi en faire un centre de ressources autour des opérations. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir. J'ai profité, j'ai le temps de prendre une ou deux questions éventuellement, si vous avez une ou deux questions. Non, bah, écoutez, vous avez été parfaite. Ah si, pardon, madame, je ne voyais pas. Est-ce qu'on peut avoir juste un micro? La demoiselle arrive pour vous le donner. Ne bougez pas. Vous pouvez vous lever, comme ça elle pourra vous voir. C'est la dame qui est juste là, voilà. Ah, merci, bonjour. Bonjour madame. Alors moi j'avais au moins 3 questions, mais je vais simplement commencer par la première. Est-ce que vous avez pu trouver un schéma financier de montage opérationnel en fait? Alors on en est tout au démarrage du programme parce que vous êtes les premiers à voir la tête des 15 sites. Vous avez de l'exclusivité ce soir. Donc le but, de toute façon, ça va bien être de réussir à mettre sur pied, dans le cadre de l'expérimentation, ces schémas, et je pense qu'il n'y en aura pas qu'un seul, pour le coup. Et le cas échéant, de fabriquer les outils qui manquent sur la route. Avec les politiques interministérielles, c'est-à-dire vraiment autant culture, autant transition écologique, de changer un peu les modes d'appréhension. Vous aviez une deuxième question, je vous autorise à la poser. Oui, tout à fait. Donc, vous avez parlé de partenariat évidemment avec les acteurs locaux. Avec tout l'enthousiasme qu'on peut avoir à votre présentation. Et je suis arrivée en cours de présentation, donc excusez-moi si je pose une question qui n'a pas d'intérêt. Donc le programme est né il y a à peu près 1 an, c'est ça voilà.
il y a en termes de tours, par exemple, ou en termes de cité-jardin, il y a des grands absents qu'on ne voit pas sur la photo parce que vous arrivez trop tard. Alors, on a surtout fait un appel à candidature, donc on a sélectionné parmi les candidats. Oui. Voilà. Je pense que vous vouliez évoquer peut-être des réalisations qui ont déjà été faites de réhabilitation de grandes tours. Non, je voulais évoquer par exemple la cité-jardin de Châtenay-Malabry. Est-ce que vous aviez... Pas candidaté dans le cadre du... Bah oui, j'imagine. Il faut qu'ils candidatent alors. En fait, là, on va dire que sur ce sujet-là, effectivement, la session est close. Hein. Donc après... Prochaine session ? Prochaine session. On va déjà faire celle-là. Oui, c'est déjà un sacré boulot. Hein. On va déjà faire ça. Ça oui, marche. parce que c'est un petit bijou, en fait, ce programme. On en est convaincus. Oui, et puis c'est important, surtout aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Écoutez, merci à tous. Je pense qu'on peut vous applaudir une nouvelle fois. Et on souhaite le meilleur pour ce programme.